Allô tout le monde! On a décidé de faire un petit vidéo finalement de la présentation des fromages. On est vraiment désolé là. On a eu un petit problème de connexion puis tout ça là, tantôt. Donc j'ai décidé c'est ça, de filmer pour faire la présentation. La présentation, elle va être séparée en deux. Donc je vais faire la première étape qui va être le fromage en grains parce que justement, je veux pas que la vidéo soit trop gros pour au niveau des fichiers là. Donc, soyez pas surpris que la partie du yogourt ne suivra pas. Alors, je partage mon écran tout de suite. Donc, c'est parti. OK, donc, c'est ça. Donc, je vous remercie d'être là pour le webinaire de fabrication de fromage en grains puis de cheddar, puis également de yogourt. Donc, aujourd'hui, on va voir au niveau des temps à prévoir pour la fabrication à la maison. Ce que ça peut représenter, en fait, c'est qu'il faut planifier dans notre journée que si on veut faire du fromage en grains, évidemment, ça va nous prendre environ 4,21 heures pour la réalisation des temps d'attente et tout ça. Pour le fromage cheddar, étant donné que c'est la suite du fromage en grains, ça prend entre autres une journée au complet. Puis, on a les yogourts mésophiles que eux autres, ça va prendre 10 heures. Les yogourts thermophiles, qui eux autres, c'est 4 heures. Le yogourt grec, c'est la suite des yogourts thermophiles, donc en tout, ça prend 10 heures. Puis, la sauce tzatziki, elle, ça va être la suite justement du yogourt grec. Donc, celui-là, ça va prendre 10 heures également. Donc, pour les thermomètres, au niveau de l'achat du thermomètre en tant que tel, le thermomètre peut coûter environ 25 Moi, j'ai pris le mien sur Amazon, donc vous n'avez pas besoin d'acheter des thermomètres qui coûtent 150 pièces là. Fait que le mien, il ressemble à ça ici. OK? Donc, c'est un thermomètre qui est avec une sonde de 12 pouces. J'ai mon petit crochet ici qui permet de le mettre sur le bord de mon chaudron. Ensuite, j'ai l'écran qui ressemble à ça ici. Donc, l'échelle à ce niveau-ci, elle est très importante. Donc, on part de 0 Fahrenheit à 220 Fahrenheit. Donc, ça, c'est très, très, très important parce que pour les fromages, on ne va pas à des hautes températures. Donc, les thermomètres de friture, les thermomètres de viande, puis tout ça, c'est pas des bons thermomètres. Donc, vous devez vraiment être dans ces échelles-là. Là, j'ai oublié de mentionner, là, mais au niveau des degrés Celsius, c'est de environ moins 20 à 100 degrés Celsius. Donc, c'est dans ces ranges de température-là qu'on va travailler au niveau du thermomètre, puis des fromages, puis yogourt, etc. Donc, aussi, c'est que quand on achète les thermomètres, s'il vous plaît, achetez pas ceux-là genre Dollarama, là, parce que ça fonctionne vraiment pas. Il y a quasiment 5 degrés de différence avec ce genre de type de thermomètre-là. Là. Donc, c'est ça, c'est que au bout ici, on peut voir qu'il y a une genre de petite pinouche ici, là. Donc, c'est comme une botte, là. Donc, pour faire la calibration de vos thermomètres, c'est qu'on prend un chaudron puis on met de l'eau à l'intérieur. On va ensuite placer le thermomètre à l'intérieur du chaudron, puis on fait bouillir l'eau. Donc, de l'eau, ça bouille à 100 degrés Celsius. Donc, par la suite, quand on est dans l'eau, c'est qu'on va aller bouger cette petite vis-là ici, puis on ajuste pour qu'il soit à 100 degrés Celsius. Donc, de cette façon-là, on sait que notre thermomètre est calibré. Quand on l'achète, le thermomètre, normalement, comme celui-là, il était déjà calibré. Donc, j'ai juste vérifié, puis il était vraiment à 100 degrés lorsque l'eau bouillait à la maison. Donc, je vous ai montré une petite photo ici, là. Ça va juste faire bouger les aiguilles pour pouvoir le setter. Ensuite, on a les fendements. Donc, on a besoin de fendements pour faire soit les yogourts ou soit
des fromages. Donc, ça, c'est nécessaire. Puis, quand on parle de ferment, c'est les bactéries qu'on va utiliser. Donc, on a des mésophiles, OK? Puis, on a des thermophiles. Donc, les mésophiles, eux autres, ces bactéries-là, ils sont confortables dans des températures de 20 à 32 degrés Celsius. Tandis que les thermophiles, eux autres, ils vont être bien, en fait, à des températures de 37 à 45 degrés Celsius. Donc, c'est pour ça qu'on a le terme mésophile, puis on a le terme thermophile. Ensuite, ça peut arriver aussi, là, comme là, vous avez deux photos. Vous avez en haut qui sont les thermophiles, le sachet bleu, puis vous avez également ceux-là en bas qui est les mésophiles, donc le sachet jaune, pardon. Donc, ça peut arriver aussi que quand vous voulez vous procurer des ferments, qu'il y a les deux à l'intérieur. Donc, vous avez un mélange de mésophiles, puis aussi de thermophiles. Donc, ça, c'est possible, là. Puis, quand on achète des ferments, il y a toujours, au niveau de la quantité qu'on se pose des questions, on dit, OK, ben là, c'est marqué 50 DCU ou 150 DCU, 250 DCU, on ne sait pas trop ce que c'est. Ou des fois, ça va juste marquer comme, par exemple, 50 U. Donc, ça, c'est pour vous représenter, en fait, là, c'est que 50 DCU, avec 50 DCU, un sachet de 50, là, on est capable de faire traiter jusqu'à 650 litres de lait. Donc, dans la recette que vous allez voir aujourd'hui au niveau du fromage en grains, on utilise 4 litres de lait seulement. Donc, si on fait le calcul rapidement, ce que ça veut dire, c'est qu'avec un sachet de 50 DCU, je suis capable de faire 162 fois des fromages en grains avec. Pourquoi on dit que c'est des DCU et non par exemple, des grammes? C'est que les compagnies qui vont créer ces bactéries-là, c'est qu'aujourd'hui, ça peut arriver que le sachet pèse 5 grammes, tandis que demain, ça peut arriver que le sachet pèse 5,5 grammes. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas les mesurer en termes de grammes. Donc, on va mesurer plutôt l'activité bactérienne. Donc, l'activité bactérienne étant définie par les DCU. Également, ces ferments-là, ils se conservent au congélateur, donc on les met jamais, jamais, jamais au réfrigérateur. Puis, ils peuvent aussi se conserver 1 an passé la date d'expiration. Les ferments, si vous les achetez d'une compagnie, normalement, on devrait payer à peu près 14 à 15 $ du sachet. Mais n'oubliez pas que c'est ça, encore là, on peut traiter plusieurs litres de lait avec ça. Donc, moi, personnellement, je vous recommande de prendre des 50 DCU parce que à la maison, vous utilisez, on ne fait pas du fromage en quantité industrielle, là, donc la date d'expiration va avoir le temps de passer par le temps que vous utilisez à la maison un 250, par exemple. Puis, les ferments, à quoi ça peut ressembler? C'est justement, vous avez la petite genre de spatule là, qui ressemble, qui a de la poudre à l'intérieur. Donc, cette poudre-là, c'est ça les bactéries qu'on utilise. Donc, c'est vraiment sous forme de poudre. Puis des fois aussi, on peut les voir sous forme de granules. Ensuite, vous avez vu ma petite cuillère que j'avais les bactéries à l'intérieur. Donc, ces types de cuillères-là, c'est quelque chose encore là que sur genre Amazon puis tout ça, c'est disponible. On parle de à peu près 13 $. Donc, je vous montre un exemple ici. OK, donc, on a le dash ici. Ensuite, on a le pinch, le smidgen, puis le nip, ou également appelé le drop, là. Donc, si vous voulez magasiner ces genres de cuillères-là, essayez de retrouver les mêmes noms que je viens de vous mentionner. Donc, vous allez savoir que c'est vraiment des petites quantités de cuillères à thé. Donc, à titre d'exemple, le dash ici, c'est 1/8 de cuillère à thé. On a le pinch ici qui est 1/16 de cuillère à thé. On a, le smidgen qui est 1/32, puis le drop ici qui est 1/64
quatrième de cuillère à thé. Donc, quand on travaille avec les bactéries, c'est des très petites quantités qu'on va avoir de besoin. Donc, c'est pour ça que ça nous prend des cuillères spéciales pour mesurer ce qu'on a de besoin en termes de recettes. Par la suite, on a la présure qui va faire coaguler le lait pour ensuite faire des fromages. Donc, la présure n'est pas nécessaire pour faire des yogourts, je vous le dis tout de suite. Elle est nécessaire juste pour faire des fromages. Le coût qu'on peut avoir pour un 250 ml de présure, c'est environ 25 $. Puis, celle-là qu'on voit sur la photo, c'en est une qui est bactérienne, donc simple force. Vous pouvez acheter aussi des doubles forces, donc qui vont être encore plus, qui vont travailler encore plus, mais il faut prendre en considération qu'il faut les diluer. Parce que quand on fait les fromages, c'est ça, il faut vraiment diluer les doubles forces. Puis quand on les dilue, il faut également que ce soit dans de l'eau distillée absolument, pour pas qu'il y ait de chlore à l'intérieur. Donc, vous avez aussi au niveau des présures, il y en a de type animal, puis vous avez ceux-là qui est de type végétalienne. Donc, moi, celle-là que je préfère, c'est celle-là liquide, puis c'est de type bactérien. Donc, c'est des bactéries qui viennent faire la présure. C'est pas quelque chose... Pensez pas que ça vient vraiment un estomac de veau, là. C'est pas le cas, là, OK? Ensuite, si vous utilisez du lait d'épicerie, toute fabrication de fromage va nécessiter l'achat du chlorure de calcium que vous voyez là. Ça, on parle d'un prix de 6,50 pour 1 litre que vous voyez à l'écran. Donc, quand on fait les fromages à partir du lait d'épicerie, il faut toujours rajouter du chlorure de calcium à l'intérieur. Si vous faites du lait cru, ce n'est pas nécessaire d'acheter ce type de produit-là. Ensuite, on a les moules. Donc, le moule à votre gauche, c'est un moule Tom. Il y a 140 mm de rayon à peu près, là. Puis, c'est pour faire des fromages comme si je fais un 4 litres de fromage, bien, je suis capable de le mettre à l'intérieur. Ça donne un fromage d'environ 500 grammes par la suite. Tandis que celui-là de droite, lui, c'est pour faire 8 litres de fromage. Okay? Donc, 8 litres de lait qu'on part au départ. Donc, pour faire le 8 litres, c'est celui-là de droite que ça prend. Au niveau du prix, je dirais que pour s'équiper avec les fromages, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, on parle d'environ 33 à 40 $ du moule. Donc, puis les moules, ce qui est important, c'est que c'est perforé ici. OK? Donc, c'est pour laisser évacuer le lactosérum une fois que le fromage va être mis à l'intérieur. Vous avez des petits couverts aussi qui vont venir sur le dessus. Puis après ça, c'est là où est-ce qu'on va mettre nos pois par-dessus. Donc, les pois vont venir écraser le fromage, puis le liquide va sortir par les trous ici. Donc, ça, c'est un exemple pour les 4 litres, pardon. Tandis que l'autre ici, c'en est un pour le 8 litres. Puis vous voyez qu'il y a beaucoup plus de perforation qui est faite versus l'autre. OK? Encore là, j'ai mon couvercle ici qu'on va venir apposer par-dessus notre fromage pour le presser. Ces types de moules-là, il y en a qui vont dire, ben moi, je vais prendre une chaudière parce que ça a l'apparence d'une chaudière. Je vais faire des trous. Oui, c'est possible de le faire. Par contre, quand vous allez mettre du poids sur le dessus, ça peut arriver que votre chaudière elle va plier, tandis que ça, c'est vraiment fait, c'est très, très, très rigide. Donc, c'est fait avec du HDPE aussi. Puis, c'est vraiment grade alimentaire au niveau des plastiques. Puis, c'est fait de façon à ce qu'on peut le nettoyer comme il faut également, parce qu'on ne veut pas se contaminer là, s'il y a des égratignures ou quelque chose là, à l'intérieur. Pour les nettoyer vos moules, puis toutes les choses que je viens de vous nommer, eau, savon, ça fait la job. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de vinaigre à l'intérieur, donc
à l'intérieur de votre eau là, pour faire un bon nettoyage. Même chose avec le thermomètre, des petites cuillères également. Ensuite, les poids. Donc, les poids, pour venir sur le dessus, comme je vous expliquais avec les moules, ça prend idéalement des poids plats. OK? Il y en a qui vont utiliser parfois des livres, des dictionnaires. Il y en a qui peuvent reprendre les 4 litres de lait qu'il y avait, dépendamment du poids qu'on a de besoin. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à considérer également pour les poids. Donc là, on commence vraiment au niveau de la recette du fromage en grains. En passant, là, je vous donne la recette pour le lait d'épicerie. Par contre, ceux qui ont des fermes à la maison, c'est possible également de le faire avec le lait cru. La seule étape qu'on ajoute pour le lait cru, c'est qu'on doit stériliser notre lait tout d'abord parce qu'il n'y a pas eu de pasteurisation, il n'y a pas eu de ultra haute température non plus à ce niveau-ci. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous prenez votre lait, vous allez le chauffer à 63 ou même 65 degrés Celsius pendant 30 minutes. Donc, pendant ce temps-là, on devrait réduire les bactéries, puis on devrait avoir un lait qui est plus stérile, si on veut. Autre chose aussi, pour ceux-là qui ont du lait cru, c'est qu'au niveau des liquides, la quantité de liquide, ça va être le même. OK? Donc, ça va être 4 litres de lait cru également. Puis, au niveau des ferments, il n'y a rien du tout qui change. OK? Donc, c'est la même quantité de bactéries qu'on va mettre à l'intérieur pour faire les fromages. Le chlorure de calcium, on peut s'en passer quand c'est du lait cru. Par contre, au niveau de la présure, ici, j'indique dans ma présentation 35 gouttes de présure. Là, ça va vraiment dépendre du style de vache que vous avez. Donc, si, par exemple, c'est des Holstein, vous allez mettre comme genre à peu près 22 gouttes de présure. Tandis que si c'est des Jersey ou des Suisses brunes, vous allez mettre environ 18 gouttes de présure. Si c'est du lait de chèvre, là, je vais passer par là-dessus parce que je veux pas m'impliquer avec le lait de chèvre parce qu'il y a des étapes qui sont très, très, très différentes. Donc, pour la quantité de sel, ça reste la même. Maintenant, pour ceux-là qui utilisent du lait d'épicerie, ceux-là qui viennent du Québec, vous ne pouvez pas utiliser le lait naturel. Le lait naturel ne contient pas la protéine. Donc, le lait naturel, on a tout simplement enlevé la caséine du lait, puis ce qu'on vend, c'est de l'albumine. Donc, le lait naturel n'est pas vraiment du vrai lait. Alors, essayez pas de faire du fromage avec ça, ça ne fonctionnera jamais. Tandis que les gens du Nouveau-Brunswick, j'ai essayé Baxter, j'ai essayé Northumberland, il n'y a aucun problème à utiliser ces types de lait-là. Par contre, ce que je mentionne qui est important, c'est que les laits doivent être pasteurisés. Ils ne doivent pas être UHT, donc ultra haute température. Il y a une différence entre les températures à laquelle comme ils veulent détruire les bactéries. Là. Donc, pour la pasteurisation, on parle d'à peu près 84 degrés Celsius, tandis que pour la ultra haute température, on parle d'à peu près 160 et quelques degrés Celsius. Donc, essayez de prendre du lait comme les 4 litres Baxter et Northumberland sont corrects. Tandis que si vous diminuez, puis vous allez dans des produits qui est plus, excusez l'expression anglaise, là, mais du one-shot deal que je le bois tout de suite, là à ce moment-là, vous allez aller plus dans du ultra haute température, puis on ne veut pas ça. On essaye le plus possible de se rapprocher au lait cru parce qu'on veut conserver certaines propriétés et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, pour le lait d'épicerie, ce que ça prend pour la recette, c'est que ça prend 4 litres de lait d'épicerie, 0% de matière grasse. Allez pas avec du 1%, allez pas avec du 2, quelques % puis du 3,25. Ça ne fonctionnera pas du tout parce que votre fromage ne se maintiendra pas parce qu'il va avoir trop de gras si vous ajoutez la crème par la suite.
Donc, c'est très, très, très important. J'ai déjà fait l'erreur de mettre du 1%, puis mon fromage n'a pas fonctionné du tout. La prise ne s'est pas faite. Donc, c'est ça. Puis par la suite, on va ajouter 475 ml de crème 35% à fouetter. Ensuite, comme je dis là, les ferments, c'est de 1/8 de cuillère à thé de culture mésophile du MM101. Ça peut changer. C'est vraiment ça qui va aller donner le goût à notre fromage au niveau des ferments. Okay? Donc, si vous contactez une compagnie qui est distributeur, eux autres, ils peuvent vous conseiller de prendre un autre type de ferment, puis ça va quand même fonctionner. Là, okay? Donc, eux autres sont très connaisseurs là-dedans, puis c'est ça. Fait qu'au niveau du goût, on leur dit ce qu'on veut faire, puis ils vont nous guider là-dedans, parce que des fois, ça arrive que tu veux commander du MM101, puis il n'y en a plus, par exemple. Donc, ils vont vous conseiller d'autres produits. Chlorure de calcium, c'est 1/4 de cuillère à thé. Puis la présure, comme je disais, nous autres, c'est du Marzim ou celle-là de Fromagex que vous avez vu sur les photos précédentes. Là. Puis, c'est ça, au niveau du sel, ça équivaut à peu près à 2 cuillères à table de sel qu'on va mettre dans notre recette par la suite. Donc, tout ça, quand je décolle avec un 4 litres, ça va me donner environ 1,6 livres de fromage en grains. Donc, là, j'ai fait un exemple de coût, là, de combien ça me coûte à la maison le faire versus si je l'achète au magasin. Donc, à la maison, un 4 litres de lait nous coûte environ 8,49 ici au Nouveau-Brunswick. Là. Puis, on rajoute un 4,79 qui vient de la crème. Donc, tout ça nous donne un prix de à peu près 13,28 pour réussir à faire 1,6 livres de fromage. Donc, là, évidemment, je n'ai pas calculé là-dedans vos ferments. Je n'ai pas calculé non plus le chlorure de calcium parce que c'est des choses que, oui, c'est cher à l'achat, mais vous allez pouvoir en faire en quantité industrielle par la suite. Là, okay? Donc, je n'ai pas tenu ça en considération parce que vos moules, vous pouvez en acheter un. Oui, ça paraît cher sur le moment, 32 33 environ, mais à long terme, c'est très, très, très bénéfique. Donc, j'ai vraiment juste comparé au niveau du lait et de la crème. Donc, ce type de fromage-là, le fromage en grains en magasin, pour un 100 grammes, ça nous coûte environ 2,95. Donc là, j'ai tout fait le calcul avec le rendement que j'avais. Puis, si j'achèterais cette quantité-là en magasin, ça me coûterait 21,39 environ. Ensuite, au niveau des équipements, en tout cas, on choisit toujours le stainless. Là. Vous allez voir, c'est chaudron de stainless, couteau de stainless, grosse cuillère de stainless, là, parce que les fromages, c'est quelque chose qui est très acide. Donc, si vous utilisez des choses, premièrement, on ne veut jamais quelque chose qui est en bois parce que les bactéries peuvent s'incruster à l'intérieur. On ne veut jamais quelque chose qui est en fer aussi, donc des chaudrons de fer, des choses comme ça. On ne veut pas ça parce que, vu l'acidité, ça va faire rouiller vos produits puis tout ça, donc on ne veut vraiment pas ça. Puis, c'est beaucoup plus facile aussi d'avoir du stainless pour le nettoyage. Puis quand vous allez dans les fromageries, ben ce qui est priorisé en termes de matériaux là-bas, c'est justement le stainless. Vous avez besoin également d'un linge à vaisselle propre. Vous avez le petit moule pour le 4 litres qui est nécessaire, donc le format TOM qu'on appelle. Vous avez besoin d'une passoire, d'une serviette propre, puis les thermomètres, le style de thermomètre que je vous ai présenté tantôt. Le thermomètre, c'est important de prendre celui-là. Okay? On ne veut pas prendre des thermomètres qui ont des petits fils puis des choses comme ça, parce que si votre thermomètre va dans le lait, là, on ne veut pas que les bactéries s'incrustent dans les fils, entre les craques des fils puis tout ça. Donc, on priorise vraiment celui-là. Puis, également, quand je parle de linge à vaisselle propre puis de serviettes propres, essayez de ne pas nettoyer vos choses avec du downy puis des choses qui sentent vraiment fort parce que vous allez voir que le fromage, il va incruster ces senteurs-là puis ça va finir quasiment par goûter le downy puis ces choses-là. Donc, on ne veut pas mettre d'assouplisseur quand on nettoie nos linges puis nos serviettes qu'on utilise pour faire des fromages parce que sinon, ça va vraiment être... ça va goûter.
Puis aussi, au niveau de la couleur, OK? Donc, essayez de prendre des vieilles choses, là, comme blanches, ou qu'il n'y a pratiquement plus de couleur, parce qu'on ne veut pas que les colorants déteignent sur vos fromages. Donc, ça aussi, c'est très, très, très important à ce niveau-là. Donc, pour débuter, donc la première étape, on appelle ça l'ensemencement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on chauffe le lait à 32 degrés Celsius. Donc, le lait qu'on met et la crème. Ensuite, on ajoute le ferment de MM101. Puis, le ferment, c'était 1/8 de cuillère à thé. Donc, c'est sur la petite cuillère, c'est le dèche, là, ici, là. OK? On mélange comme il faut avec une cuillère de stainless, toujours. Puis, après ça, on ajoute le chlorure de calcium, qui est 1/4 de cuillère à thé. Pendant cette étape-là, ben, on attend 60 minutes. OK? Donc, une fois que vous êtes à 32, vous fermez votre rond. Puis, on attend pour cette période de temps-là. Là, ça peut varier. Pour le lait d'épicerie, on peut parler d'à peu près de 1 heure à 1h15. Tandis que pour le lait de vache cru, on parle d'à peu près vraiment 60 minutes. Donc, ça, c'est une petite étape là, qu'il faut s'ajuster. Ensuite, on a l'étape de empressurage. Donc, on s'assure qu'après notre délai de 60 minutes, qu'on est toujours à 32 degrés Celsius. Donc, si vous n'êtes pas à 32 degrés Celsius, vous avez juste besoin de réchauffer un petit peu votre lait. Ensuite, on va brasser rapidement. Puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que ma présure, je prends des petites seringues là, comme ça, là, à genre antibiotique. Là. Je vais chercher ma présure. Puis là, après ça, dans une cuillère, je vais aller compter mes gouttes. Fait comme ça, je ne me mêlerai pas. Puis, je vais les avoir dans ma cuillère. Donc, une fois que j'ai mes 35 gouttes ou, dépendamment si vous avez des vaches Jersey ou Suisse brune, c'est 18 gouttes, puis les Holstein, eux autres, c'est 22. Donc, une fois que vous avez vos gouttes, là après ça, on peut aller mettre la présure à l'intérieur du lait. N'oubliez pas, si c'est une simple force, c'est correct de la mettre directement. Tandis que si c'est une double force, c'est à cette étape-ci qu'on doit la diluer, comme je disais tantôt. Une fois que ça, on fait ça très rapidement, là, donc on mélange, on tire notre présure à l'intérieur du lait, puis on mélange encore, puis là, on va aller dans le sens inverse de ce qu'on mélangeait pour arrêter notre lait de continuer de mélanger parce qu'on veut que tout ça, ça se repose. Donc, pour cette étape-là, on a encore un temps d'attente. On parle d'un temps d'attente de 40 à 45 minutes pour le lait d'épicerie. Là, si vous avez du lait cru, ça peut être très variable au niveau du lait cru. Là. Donc, il faut s'ajuster avec le lait cru. Puis, ce qu'on fait comme test pour savoir si on est prêt à passer à la prochaine étape, c'est qu'on fait le test de la boutonnière. Donc, le test de la boutonnière, sur la première étape, c'est qu'on va aller introduire notre doigt à l'intérieur du cahier. On fait un genre de crochet comme ça ici. Puis, par la suite, on vient avec notre pouce, là, on vient comme appuyer, on vient fendre un peu le cahier. Puis après ça, on soulève doucement notre doigt. Donc ça va faire en sorte que notre cahier, il va se séparer. Quand il se sépare, puis il se fend comme la photo que vous voyez en bas, là, puis que ça fait une belle fente, ça veut dire qu'on est prêt à passer à la prochaine étape. Si vous voyez que votre fente est un petit peu tout croche, là, ben, il faut encore attendre parce que notre cahier n'est pas prêt à être passé à l'étape suivante. Maintenant, on a l'étape du décaillage. Donc, c'est l'étape où est-ce qu'on va, parce que là, on a un gros bloc qui est maintenant solidifié parce que c'est ce que la présure fait. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit découper le cahier en carrés d'environ 1/2 pouce. Donc, sur mon plan 2D, j'ai mis les photos en bas, vous avez
la photo que c'est grillé de cette façon-là. Donc, on va aller couper de cette façon-là, donc horizontale. Ensuite, on va aller couper dans notre chaudron vertical, mais n'oubliez pas aussi que ça, c'est 3 dimensions. Là, OK? Donc, il faut couper aussi les étages dans notre chaudron. Après ça, une fois que ça, c'est fait, on laisse reposer 10 minutes. Vous allez voir que le petit lait commence à sortir du cahier. Là. Puis, la prochaine étape, c'est l'étape de la cuisson. Donc, pour la cuisson, c'est qu'on va brasser très, très, très lentement à ce niveau-ci. On fait attention pour pas que les grains s'attachent un après les autres, mais on ne vient pas trop mélanger trop vite parce qu'on veut quand même conserver le genre de cube, si on veut. Là. Donc, puis pendant les brassages, on va venir couper les grains qu'on juge trop gros. Donc, c'est certain que vous allez avoir des grains qui vont être un petit peu plus longs, bien, vous les recoupez tout simplement avec votre cuillère ou avec votre couteau. Puis, pendant cette étape-là, c'est qu'on augmente la température de 0,5 à 1 degré Celsius à tous les 5 minutes. Puis, à tous les 5 minutes, je vais aller mélanger mes grains. Donc, on fait ça jusqu'à temps qu'on ait une température de 36 degrés Celsius. Une fois qu'on est rendu à 36, on va couvrir notre chaudron, puis on va laisser reposer pendant 10 minutes. Donc, pendant ce temps-là, vous voyez la photo complètement en bas à droite, donc ça devrait ressembler à ça une fois que vous avez toutes fait les étapes. Ensuite, on a l'égouttage puis la mise en bloc. Donc, pour l'égouttage, c'est qu'on va aller verser les grains. Bien, premièrement, j'ai une passoire que je mets au-dessus de mon évier. Avec cette passoire-là, je la remets dans mon chaudron que j'avais mon cahier. Là. Puis, on va aller mettre à l'intérieur un linge à vaisselle qui est propre, comme je vous ai dit tantôt. Là. Puis, on va aller mettre nos grains dans cette passoire-là. On va refermer comme vous voyez sur la photo en haut à droite. On fait couler pendant ce temps-là de l'eau dans notre évier qui est environ à 50 à 55 degrés Celsius. Puis, on va aller placer notre chaudron ainsi que la passoire dans cet évier-là. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va créer un environnement qui est comme un peu humide. Puis, on remet une serviette par-dessus tout ça qui est propre. Là. Puis, on laisse égoutter pendant 30 minutes. Il faut noter que, justement, il va y avoir 3 retournements à partir de cette étape-là. Donc, pour le fromage en grains, vous constatez que vous n'avez pas besoin de moule. C'est vraiment juste le poids du fromage qui va être remis sur l'autre. J'ai une photo ici, là. Donc, qui va être remis sur l'autre morceau. C'est ça qui va faire vos poids. Donc, vous n'avez pas besoin de moule pour faire du fromage en grains. Donc, comme je dis ici, ça, c'est les étapes de retournement. Donc, on sort le fromage du linge à vaisselle, on le coupe en 2, puis on va venir superposer. On a 2 blocs de fromage qu'on vient superposer un par-dessus l'autre. Puis, on referme tout ça. On remet la serviette. Puis, encore là, on attend 30 minutes. Donc, ça, on fait ça 3 fois en tout. À la fin, une fois que vous avez fait vos 3 retournements, vous devriez avoir quelque chose comme sur la photo en haut à gauche. Donc, c'est vraiment un genre de petit bloc de fromage. Donc, là, on va le couper comme j'ai montré sur la photo. Puis, vous pouvez voir que sur les photos, là, en tout cas, le fromage, pour l'instant, il y a un peu une apparence carrée. Donc, il n'est pas rond là, du tout. Là. Puis, la raison pour ça, c'est qu'on n'a pas encore ajouté le sel à l'intérieur. Donc, c'est vraiment le sel qui va venir donner l'apparence puis qui va faire sortir encore du lactosérum. Donc, pour tout de suite, c'est un peu normal que vous ayez des choses qui sont genre carrées. Là. Mais avec le temps, vous allez voir que le sel va faire sa job. Donc, justement, la prochaine étape, c'est l'étape de salage.
Donc, on ajoute notre sel, pardon. Puis ici, là, vous pouvez jouer là, vraiment, vous pouvez mettre des épices si vous voulez aussi. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Là. Puis c'est ça, vous mettez le sel, du sel de mer ou du sel himalayen, ou vous pouvez vraiment jouer avec les sels. Là. Puis, c'est ça. Puis par la suite, vous allez avoir votre fromage en grains. Donc, l'étape est terminée. Ce type de fromage-là, il est bon à peu près une journée qui va faire le squeak-squeak. Après ça, la journée suivante, il va moins faire un squeak-squeak. OK? Donc, si vous voulez le conserver, OK, puis que vous ne voulez pas tout le manger aujourd'hui, ce qu'on conseille, c'est de prendre des choses d'emballage sous vide. Là. On met les grains à l'intérieur, on emballe ça sous vide, puis vous pouvez le mettre au congélateur. Au congélateur, si vous voulez le ressortir, puis que vous voulez qu'il y ait encore genre le squeak-squeak, là, vous pouvez placer le sac dans l'eau chaude, puis ça va redonner un peu l'effet du squeak-squeak. C'est certain que c'est pas comme la première journée, là, mais fait que c'est ça. Puis là, si vous si vous voulez passer à l'étape suivante, ce qui risque rarement d'arriver parce que je vous dirais que 3/4 du monde, ils vont manger le grain de fromage là, avant de passer à une autre étape. Donc, la prochaine étape, c'est que avec ces grains-là, vous pouvez faire aussi un fromage de type en meule, là, donc cheddar. Donc, vous n'avez qu'à placer celui-ci en moule. Puis, c'est ça, c'est que vous allez juste tout simplement placer 20 livres de poids sur le dessus pendant 2 heures. Après ça, on peut retourner notre fromage à l'intérieur du moule. On va mettre un poids de 20 livres, on rajoute un poids de 10 livres, puis ça donne en tout 30 livres. Ça, on fait ça pendant un minimum de 12 heures. Donc, en bas, vous avez une photo. Ça, c'est une presse de la madame où est-ce que j'ai été prendre mon cours. Là. Donc, le cours que j'ai pris, c'est avec la sourcière. Donc, elle vient une fois de temps en temps à Sainte-Luce, là, dans le coin de Rimouski. Puis, ça, c'était son setup à elle. Puis, cette madame-là, elle donne des cours où est-ce qu'il y a plein d'autres types de fromages qu'elle offre dans ses cours. Donc, ça, c'est finalisé pour le fromage en grains. Puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer des courriels à la formation continue. Il n'y a aucun problème avec ça. Là, je vais juste arrêter mon écran. Puis, c'est ça. Fait que le prochain vidéo, ça va être au niveau de la fabrication de yogourt.